Parker Schnabel vient de retirer du Yukon une valeur étonnante de 42 millions de dollars d'or, réalisant ainsi la plus grande saison de toute sa carrière minière et établissant un record personnel que peu de mineurs pourraient espérer égaler. Cela aurait dû être le genre de réalisation qui ne s'est terminée que par une célébration, alors que les premières fortes gelées s'installaient sur le Klondike, que les derniers camions arrivaient au camp et que les usines de lavage s'éteignaient finalement, après des mois de travail acharné. Debout parmi les machines qui avaient fonctionné presque sans repos, Parker regardait tranquillement devant lui, au lieu de regarder en arrière, rappelant à son équipe qu'il restait encore du travail avant que l'hiver ne les arrête complètement. Pour la plupart des gens, une saison comme celle-ci aurait été la réalisation de tous les rêves, mais pour Parker Schnabel, le succès ne s'est jamais mesuré uniquement à la quantité d'or qui se trouve dans le coffre-fort. Bien qu'il ait produit la saison la plus riche de sa carrière, Parker n'a pas pu échapper à la comparaison qui le suit depuis des années. Il restait encore un mineur dont l'ombre s'étendait sur chacune des réalisations qu'il célébrait, un homme dont l'approbation, la compétition et l'héritage avaient façonné presque tout ce qu'était Parker. Cet homme était Tony Beats, le légendaire roi du Klondike, le mentor qui a enseigné à Parker bon nombre des leçons qui ont transformé un adolescent ambitieux en l'un des plus grands exploitants du Yukon. D'une manière ou d'une autre, même après avoir battu tous les records personnels qu'il avait établis, Parker se retrouvait toujours à regarder le tableau d'affichage, réalisant qu'il n'avait pas encore atteint le sommet. Ce qui suivit devint l'un des chapitres les plus doux amers de la carrière minière de Parker. Ce fut une saison remplie de victoires extraordinaires, de chiffres de production historiques et de succès financiers, au-delà de tout ce qu'il avait connu auparavant. Pourtant, derrière chaque célébration persistait la réalité frustrante que le plus grand butin de sa vie n'était toujours pas suffisant pour surpasser le concurrent qui comptait le plus. Au lieu de devenir l'histoire d'un triomphe complet, cette saison remarquable s'est lentement transformée en l'histoire de la façon dont la plus grande opportunité de la carrière de Parker lui a échappé. Financièrement, rien n'avait jamais paru aussi brillant. Les prix de l'or ont atteint des sommets historiques approchant le niveau incroyable de 4 000 $, l'once créant des conditions dont les mineurs rêvent, mais qu'ils connaissent rarement. Chaque once déversée sur la balance de Parker avait soudainement une valeur extraordinaire, transformant des journées de nettoyage ordinaires en événements valant des millions de dollars, presque du jour au lendemain. Avec 4 usines de lavage fonctionnant 24 heures sur 24 sur plusieurs clèmes, chaque heure qui passait représentait une autre chance de capitaliser sur l'un des marchés de l'or les plus forts de l'histoire moderne. L'objectif ambitieux annoncé par Parker avant même le début de la saison avait déjà été atteint. 10 000 onces autrefois considérées comme presque impossibles étaient désormais enregistrées en toute sécurité dans les livres, prouvant que les mois de planification de risques et de travail acharné avaient porté leurs fruits. Mais au lieu de ralentir après avoir atteint une étape aussi extraordinaire, Parker a refusé de relâcher l'accélérateur. Son seul objectif était désormais extrêmement simple, récupérer jusqu'à la dernière once d'or cachée sous le sol du Yukon avant l'arrivée de l'hiver et l'arrêt forcé de toute l'opération. Comme Parker le rappelait souvent à son équipe, il ne pouvait y avoir de meilleur moment pour extraire de l'or. Chaque seau de saleté pouvait rapporter des milliers de dollars en métaux précieux et chaque nettoyage a poussé le total de la saison encore plus haut. Pourtant, de telles opportunités ne restent jamais ouvertes pour toujours, en particulier dans le nord du Canada, où les saisons changeantes ignorent à la fois l'ambition, les marchés financiers et la détermination humaine. Le Yukon n'a toujours répondu qu'à un seul maître, et ce maître c'est l'hiver. Quelle que soit la valeur de l'or, les températures glaciales arrivent toujours à temps. Le gel durcit le sol jusqu'à ce que les excavateurs peinent à le percer, que les conduites d'eau gèlent, et que les plantes qui rugissaient autrefois jour et nuit tombent complètement silencieuses sous les couvertures de neige. Parker comprenait cette réalité mieux que quiconque, car il avait vu des saisons prometteuses se terminer brusquement lorsque le froid emportait les dernières semaines de production. Chaque lever de soleil qui restait avant le gel devenait un autre compte à rebours vers la ligne d'arrivée, ajoutant de la pression à chaque décision prise au cours de l'opération. Pourtant, malgré les énormes récompenses financières que procure chaque once d'or, l'argent lui-même n'a jamais été la plus grande motivation de Parker. Tout au long de sa carrière, il y a toujours eu une référence qui comptait plus que les comptes bancaires, une norme par rapport à laquelle il se mesurait constamment, quel que soit son succès. Tony Beats représentait cette norme. Le Viking du Klondike n'était pas simplement un concurrent parmi d'autres. Il était l'homme que Parker avait passé des années
à essayer d'attraper le mineur dont les réalisations étaient devenues l'étalon par lequel Parker jugeait ses propres progrès. Objectivement parlant, Parker avait déjà réalisé ce que la plupart des opérateurs ne pouvaient qu'imaginer. Plus de 40 millions de dollars d'or avaient déjà été récupérés, établissant ainsi la saison minière la plus riche de toute sa carrière et le plaçant parmi les producteurs d'élite du Yukon. Tout étranger regardant ces chiffres décrirait naturellement la saison comme un succès total, peut-être même l'une des plus grandes réalisations de l'histoire récente de la ruée vers l'or. Mais Parker ne s'est jamais évalué selon les normes ordinaires, et cet état d'esprit implacable est précisément ce qui a conduit son succès pendant tant d'années. Alors que la saison touchait à sa fin, les chiffres révélaient une vérité inconfortable. Tony Beats maintenait toujours une avance d'environ 120 onces, suffisamment pour que Parker continue de poursuivre au lieu de célébrer. Pour de nombreux mineurs, terminer deuxième avec plus de 40 millions de dollars d'or semblerait tout de même extraordinaire. Mais Parker n'a jamais caché à quel point il est extrêmement compétitif. Comme il l'a ouvertement admis, il y a une chose qu'il déteste plus que toute autre chose dans le secteur minier, perdre. Le temps lui-même devenait désormais le plus grand adversaire de Parker. Contrairement aux pannes mécaniques ou aux terrains difficiles, le temps ne pouvait pas être réparé, négocié ou dépassé une fois l'hiver enfin arrivé. Chaque jour restant représentait une autre opportunité précieuse de réduire l'avantage de Tony avant que les températures glaciales ne prennent la décision pour tout le monde. Si Parker avait l'intention d'attraper le roi du Klondike, il devait le faire immédiatement, car la nature se préparait à mettre fin à la course que l'un des mineurs soit prêt ou non. Sachant exactement quels étaient les enjeux, Parker a rassemblé les personnes qui avaient mené l'opération à travers sa saison la plus exigeante. Mitch Blaschke Tyson Lee et Brennan Ruhle se sont réunis pour une dernière réunion stratégique, s'attendant peut-être à quelques mots de félicitations après avoir atteint le cap historique des 10 000 onces. Parker a remercié chacun d'entre eux, sincèrement reconnaissant les efforts extraordinaires qui les avaient amenés jusqu'ici. Mais presque immédiatement après, il leur a rappelé que leur travail était loin d'être terminé. Plus tôt dans l'année, Tony Beats avait publiquement laissé entendre que son propre objectif pourrait atteindre seulement 6 ou 7 000 onces. Au lieu de cela, Tony avait complètement brisé ses attentes, poussant lui-même bien au-delà de 10 000 onces et prouvant une fois de plus pourquoi il restait la force dominante du Klondike. Cette révélation a complètement changé le point de vue de Parker. Atteindre son propre objectif n'était plus suffisant parce que Tony avait encore une fois placé la barre plus haut, obligeant Parker à poursuivre un niveau encore plus élevé que ce que quiconque avait imaginé possible à l'origine. Les instructions données par Parker étaient directes, urgentes et impossibles à mal comprendre. Chaque usine de lavage augmenterait les débits d'alimentation partout où les conditions le permettraient. Chaque équipe maximiserait la production et chaque heure disponible avant le gel devait être utilisée efficacement. Il n'y avait plus de place pour des décisions opérationnelles prudentes ou conservatrices. La dernière ligne droite a exigé un engagement absolu de la part de toutes les personnes impliquées si elles espéraient combler l'écart restant. Dominion Creek contenait encore d'énormes réserves de terre en attente d'être traitées avant que l'hiver ne les enfouisse sous le sol gelé. Parker a ordonné que chaque pile restante soit attaquée de manière agressive, ne laissant rien de précieux derrière elle à la fin de la saison. Mitch a reçu la responsabilité de maintenir Roxanne en activité tout en faisant avancer les travaux de décapage le plus rapidement possible. Le rôle de Brennan est devenu tout aussi important, s'assurant que chaque machine équipe et contremaître recevait tout le soutien dont ils avaient si besoin, sans que les retards ne ralentissent la production. Les erreurs n'étaient plus acceptables. Après des mois de travail, à travers des pannes mécaniques, un terrain difficile et d'innombrables défis logistiques, la marge d'erreur avait complètement disparu. Parker a clairement indiqué que chaque heure comptait désormais, que chaque chargement de camion comptait, et que chaque retard inutile réduisait leurs chances d'attraper Tony. Les usines de lavage continueraient à fonctionner jusqu'à ce qu'un seul des deux résultats suivants se produise, soit chaque once de terre payante ait été traitée, soit l'hiver lui-même obligeait finalement l'exploitation à s'arrêter. Avant même que le nettoyage final n'atteigne la balance, Parker s'est arrêté suffisamment longtemps pour réfléchir à ce que la saison avait déjà exigé de toutes les personnes impliquées. Les statistiques seules étaient presque difficiles à comprendre.
Au cours de l'opération, les usines de lavage ont accumulé plus de 10 000 heures de temps d'éclusage réel, ce qui représente des milliers et des milliers d'heures, avec de l'eau coulant continuellement et de l'or se déposant lentement dans les rapides. Ces heures ont été gagnées grâce à des quarts de travail épuisants, un entretien incessant et un engagement sans faille de chaque membre de l'équipage. Lorsque Parker a calculé la quantité totale de matériaux traités, l'ampleur de la réussite est devenue encore plus impressionnante. Près de 2 millions de mètres cubes de saleté ont transité par les usines de lavage au cours d'une seule saison, un volume étonnant nécessitant une coordination du carburant, une main-d'œuvre et un équipement extraordinaire. Aucun de ces chiffres ne reflétait la chance ou des circonstances heureuses. Chaque once avait été gagnée grâce à une planification disciplinée des décisions difficiles et une exécution acharnée, un saut de gravier à la fois. Cette confiance a permis à Parker de croire que la course restait à sa portée. Il a refusé d'accepter la défaite alors que l'or restait encore dans les usines de lavage finales en attendant d'être pesé. Plutôt que de supposer que Tony avait déjà remporté la victoire, Parker s'est entièrement concentré sur la maximisation de chaque nettoyage restant avant d'accepter le résultat final de la balance. Jusqu'à ce que la dernière once soit versée, l'espoir restait vivant. Durant ces jours de fermeture, l'ensemble de l'équipage s'est surpassé au-delà des limites habituelles. Mitch a permis à Roxanne de fonctionner presque sans interruption. Tyson a veillé à ce que la production se poursuive sans problème dans tout Dominion, et Brennan a coordonné les approvisionnements afin que rien ne ralentisse l'opération lors de sa poussée finale. Bien après que la nuit soit tombée sur le camp, les moteurs ont continué à rugir et les équipages sont restés au travail, déterminés à tirer le meilleur parti de la saison avant que l'hiver ne s'empare à nouveau du Yukon. Enfin, les tables de nettoyage ont été débarrassées, la salle d'or préparée et les balances sorties pour les dernières pesées. Roxanne serait la première usine à révéler sa contribution finale après avoir traité le reste de la paie provenant du terrain de Ken et Stewart. Les attentes restaient élevées, car une semaine plus tôt, ce même terrain avait produit une quantité impressionnante de 134 onces d'or. Tout le monde s'est rassemblé autour de la balance en se demandant si le nettoyage final pourrait être à la hauteur de cette performance remarquable. Les chiffres ont augmenté régulièrement avant de finalement s'établir à 94,90 onces. Bien que légèrement inférieur au résultat de la semaine précédente, il représentait tout de même environ 380 000 $ d'or provenant d'une seule usine de lavage au prix actuel du marché. Personne dans la salle n'a trouvé cela décevant. Il s'agit d'un nettoyage extraordinaire, quel que soit le niveau de référence au Yukon. Vint ensuite Bob, l'usine de lavage fiable de Parker, responsable du traitement du matériau final coupé pour les ponts tout au long de la saison. Semaine après semaine, Bob avait toujours récolté en moyenne environ 140 onces, s'imposant ainsi comme l'un des producteurs les plus fiables de l'exploitation. Alors que l'or frais continuait à s'accumuler à l'intérieur de la balance, les chiffres ont progressivement grimpé au-delà de 40, puis 70, puis 90 onces avant de finalement s'arrêter à 103,75 onces. D'une valeur de plus de 400 000 $, Bob a une fois de plus livré exactement le genre de nettoyage à 3 chiffres dont Parker avait désespérément besoin. Avec Roxanne et Bob officiellement comptés, le total de la saison de Parker a atteint un niveau extraordinaire de 10 288 onces. L'écart qui le séparait de Tony se rétrécit considérablement, réduisant la différence à moins de 400 000 $ d'or. L'élan avait clairement changé et soudain, la poursuite ne semblait plus impossible. Pourtant, un dernier chapitre restait à écrire, car le terrain le plus riche que Parker avait exploité toute l'année, le Golden Mile, n'avait pas encore révélé son dernier nettoyage. Il s'établit finalement à 307,95 onces après la double coulée. Ajouté au reste, la dernière semaine de la saison de Parker s'élève à 506,6 onces. Ensuite, le numéro qui compte. Le total de la saison de Parker s'élève à 10 596,45 onces. Il l'arrondit à 10 600. En plaisantant, il y a sûrement 3 onces supplémentaires cachées quelque part dans le coffre-fort. Et ici, la saison devient douce amère. Aussi énorme que soit 10 600 onces, ce n'est pas suffisant. Aligné côte à côte, Parker termine à 630 onces derrière Tony Beats. Après chaque fin de soirée, chaque taux d'alimentation élevé, chaque pile de salaire martelée chez Dominion, la poursuite échoue. Le mentor gagne. Mais la consolation est énorme. Cette récolte d'une valeur de 42 millions de $,
reste la plus grosse saison jamais exploitée par Parker Schnabel. Couru la même année, son propre mentor prend feu et réalise la meilleure saison de sa vie. Pas un perdant. Parker n'édulcore pas la finition. Il admet que la dernière semaine aurait probablement pu produire davantage d'or si l'opération n'avait pas connu autant de pannes et de retards. Les petits désastres qui accompagnent l'exploitation de 4 usines à fond contre le gel. Dans une course aussi serrée, chacun de ces problèmes représentait une once qui aurait pu réduire l'écart. Et pourtant, malgré la défaite, cela reste la plus grande saison de sa vie. Un gamin au nez morveux. Pour en comprendre l'ampleur, les personnes les plus proches de Parker regardent en arrière et le contraste est stupéfiant. Il s'agit du même mineur qui s'est présenté comme un enfant morveux et n'a tiré que 38 onces lors de sa toute première saison. 38, un nombre suffisamment petit pour tenir dans une poche. À partir de ce début, il a gravi les échelons année après année, jusqu'à atteindre 10 600 onces en une seule saison. De 38 à 10 600. Ceux qui ont vu cela se produire considèrent Parker comme un mineur véritablement intelligent. Pas de chance intelligent, et l'arc les soutient. Il n'est pas tombé là-dedans. Parker l'a construit saison après saison, erreur après erreur, et bon nombre de ses leçons sont venues de l'homme même qui vient de le battre. Pistolet à éléphant. Une telle défaite ne ralentit pas Parker Schnabel. La saison est à peine terminée, et il regarde déjà vers l'avenir, affirmant catégoriquement qu'ils seront de retour l'année prochaine, et espérons-le, en feront encore plus. Après 10 600 onces et 42 millions de dollars, l'objectif est tout simplement plus. Le même état d'esprit qui a transformé 38 onces en une saison de 42 millions de dollars en premier lieu. Parker est déjà à la recherche du prochain grand projet. Selon ses propres mots, le pistolet à éléphant est chargé et il ne lui reste plus qu'à trouver où le pointer. Voici donc la question qui mérite débat. Parker Schnabel a réalisé la plus grosse saison de toute sa carrière, 42 millions de dollars en or, et a tout de même perdu contre son ancien mentor Tony Beats de 630 onces. Une saison record de 42 millions de dollars est-elle toujours une défaite si le seul homme contre lequel vous vous mesurez vous bat? Ou Parker vient-il de prouver qu'il est à une saison de remporter la couronne pour de bon? Déposez votre verdict dans les commentaires. Et si vous voulez être aux premières loges, lorsque ces deux-là repartiront en guerre, la saison prochaine, cliquez sur abonnez-vous pour ne rien manquer.